Depuis plus d'1 an, j'ai eu la chance incroyable d'interviewer des photographes de rue inspirants. Ils m'ont donné des tonnes de conseils simples, efficaces et surtout applicables tout de suite pour progresser en photo de rue. Donc je vous laisse avec eux et ils vont tout vous dire. Comme je t'ai déjà raconté, je faisais de la photo de rue, de photo volée, mais ça m'a pris vraiment des années avant d'aller voir les gens. Maintenant, j'ai un petit tips pour aller voir les gens. C'est, tout à l'heure, je parlais du sourire. Le sourire est important. Mais ensuite, il y a pas mal de petites choses, comme par exemple aborder les gens de face pour pas les effrayer. Ce qu'il faut quand on aborde les gens, c'est être tellement détendu que la personne se sente en confiance. C'est très important, parce que les gens ne savent pas ce que tu vas faire de la photo, ce que tu... Donc, j'essuie plein de refus, c'est pas ce que je veux dire, mais plus tu arrives détendu, plus tu arrives souriant, relâché, et donc, comme on dit dans les petits tips, quelquefois, quand je suis pas assez détendu parce que j'ai des préoccupations, parce que j'ai des tracas, parce que je suis fatigué, parce que tout ça, ça m'arrive de faire un peu des exercices de respiration. J'inspire, j'expire et je me libère de mes pensées qui viennent me perturber et qui me stressent finalement et qui m'empêchent d'arriver, d'aller voir les gens en leur apportant des bonnes vibrations. Et voilà, mais ça c'est un tip, je te le donne à toi, mais tu le donnes à personne. Hein. Okay, c'est bon. Tu vois, encore hier, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais fait une belle journée hier, j'étais vraiment content et pourtant ça commençait mal. J'ai eu 4 refus d'affilée. Je me suis dit, bah écoute, là il se passe un truc, t'es pas au top, donc où tu rentres, mais j'avais pas envie de rentrer parce que je trouve que l'ambiance est sympa dans Paris en ce moment. Et donc j'ai plutôt respiré, je me suis détendu, je suis descendu de mon vélo, j'ai marché, j'ai relâché tout. Et là, ça a marché. S'il y en avait un seul, je dirais photographier tous les jours. Le fait de photographier de manière quotidienne, même si c'est juste 30 minutes. Il vaut mieux se mettre dans la difficulté et pas simplement faire des photos en passant. Mais voilà, mettre une demi-heure par jour, faire ses gammes en fait. Tu vois, en musique, ou c'est comme apprendre un instrument. Hein, et je parle pas de l'appareil photo, le fait de voir, d'identifier, de cadrer, de comprendre une scène et d'essayer de voir comment le mieux la retranscrire pour que l'émotion qu'on ressent au moment de la scène soit transcrite dans la photo. Que la photo contienne les éléments qui nous ont fait ressentir une émotion. D'accord. Et donc pour ça, bah, c'est pas simple, ça prend vachement de temps. Et le moyen le plus rapide, c'est de faire tous les jours. Donc il vaut mieux 30 minutes par jour à vraiment rentrer dans la zone et se concentrer et faire de la photo, que même 2 ou 4 heures en dilettante le week-end, ça va mettre des années et des années. Alors que le côté quotidien va faire une grosse différence. Donc si j'ai un conseil, c'est ça. Le matériel, en fait, on s'en fiche un peu que pour se lancer... peuvent commencer juste avec leur téléphone, avec l'appareil, le vieil appareil qu'ils ont déjà dans leur tiroir ou avec ce qu'ils veulent. Et il faut pratiquer, quoi. Il faut juste sortir, se balader, pas avoir peur de rater, c'est normal. Tout le monde ramène 99% de photos ratées à la maison et c'est que le 1% qui est bien. Et après, surtout, c'est de photographier ce qu'on aime, en fait. Et c'est un truc, je trouve qu'on a un peu du mal aujourd'hui avec Insta, où t'as l'impression que c'est un peu tout le temps les mêmes images qui reviennent, tu sais. Je trouve que, et moi le premier, en fait, je suis parti dans certains styles de photos aussi, parce que c'est ce que je voyais sur Insta. Ça me plaisait, mais c'est aussi, je l'ai vu, donc j'ai un peu reproduit. Et je pense que c'est un truc où si tu trouves pas une photo, soit un sujet qui t'intéresse et que tu vas pouvoir y retourner régulièrement, soit un style de photo qui te plaît et que tu as envie de reproduire, c'est difficile de se motiver. Donc essayer d'y aller le plus régulièrement possible, avec le moins de matos possible. De toute façon, au début, quand tu commences, tu peux pas partir... Tu peux te dire, bah, tiens, je vais pas regarder ce que font les autres parce que je veux faire que quelque chose de nouveau. Mais en fait, ça marche pas parce que pour faire quelque chose de nouveau, il faut savoir ce qui a été fait en fait. Et je pense que dans tous les cas, dès que tu commences quelque chose, tu commences toujours par imiter un petit peu Enfin, pas imiter, mais tu regardes ce qui a été fait, donc tu copies un petit peu. Donc je pense qu'on le fait tous et puis c'est nécessaire parce que c'est grâce à ça que tu vas trouver aussi ce que tu aimes bien.
et tu vas utiliser ça comme des briques de base pour ensuite bâtir dessus pour faire ce que toi tu as envie de faire. C'est ce que je pense qui va faire ta créativité. C'est toutes les influences combinées qui vont faire ton style à toi. Tu vas prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et puis finalement tu combines tout ça pour faire quelque chose de nouveau. Je pense que de toute façon aujourd'hui, je ne vais pas dire que tout a déjà été fait parce que ça serait un peu pessimiste, mais c'est un petit peu quand même ça. Il y a déjà eu beaucoup de choses en photo qui ont été faites. Donc finalement, je pense que ce qui est important, c'est qu'est-ce que toi t'apportes de nouveau. Peut-être que ça a été fait, mais est-ce que combiné avec ça, et puis c'est ton regard aussi qui change. Tout a déjà été fait. En photo de rue, il y a tout à faire. Ouais. Puis ça change tout le temps. Il y a des choses. J'ai pris une photo dernièrement, photo un peu politique que je fais jamais, mais c'est un monsieur qui est en train de taguer un mur. C'est une affiche d'un film. Dans quelques mois, elle sera plus là, cette affiche. Donc finalement, moi je l'ai faite. Est-ce que quelqu'un d'autre peut la refaire en fait? C'est ça un petit peu. C'est quand même unique. Il doit y avoir plein de gens qui ont déjà fait des photos d'affiches de films. Oui. Mais est-ce que quelqu'un a déjà fait cette affiche avec ce monsieur qui tague cette affiche? Peut-être pas. Donc c'est ça en fait. Si je pouvais donner un conseil pour progresser, c'est être exigeant avec soi-même. Mais alors, à tous les niveaux de la photo. C'est-à-dire que avant même de faire de la photo, par exemple, la veille au soir, quand on a décidé le lendemain de faire une sortie photo, la veille au soir, on prépare son sac, on recharge ses batteries, on nettoie les objectifs, etc. C'est le premier niveau de la rigueur et de l'exigence. Après, être exigeant au moment de prendre les photos, ça c'est un moment plus personnel, chacun aborde les choses comme il veut, mais c'est plus la partie, ce qu'on appelle l'editing, le moment, allez hop, on va se mettre au frais. La partie editing, qui est pour moi la partie de la photographie qui est au moins aussi importante que la prise de vue. Et je pense qu'on doit y consacrer même plus de temps. Et c'est là un moment où il faut être absolument exigeant avec soi-même et pas se mentir. En fait, si on a fait des photos médiocres, on les fout à la poubelle. Qu'est-ce que tu mets derrière editing? C'est le fait de sélectionner les photos? C'est le moment où tu fais la sélection. Soit parce que le premier niveau de sélection, c'est bazarder les photos floues, les loupés, les mal cadrés, ou les déclenchements intempestifs, etc. En général, on en fait tous. Parce que tu vois, il y a en fait, entre le français et l'anglais, il y a ce faux ami, parce que par exemple, editing en anglais, on va, par exemple, pour un logiciel comme Lightroom, on va l'utiliser pour faire et de l'édition, donc le choix de photos, et la manipulation sur les photos. Oui, je sais que... Alors en fait, c'est peut-être parce que je commence à être un vieux photographe, c'est vrai que... Ça se voit pas, t'inquiète pas. Parce qu'à l'époque de l'argentique, en fait, l'editing, c'était ce moment où en fait on sortait sa planche contact, ou alors on recevait sa boîte de diapos, on étalait les diapos sur une table lumineuse, et l'editing, c'était de dire, voilà, j'ai une boîte de 36, où j'ai 2 films, j'ai 72 photos, je vire les flous, les ratés, les mal cadrés, et après je regarde ce que j'ai, et je commence vraiment à faire un choix en me disant... alors on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des images qui vont être intéressantes parce qu'elles présentent une scène où elles sont descriptives de quelque chose qui s'est passé. Ouais. Donc c'est des images qu'on peut mettre de côté en se disant voilà, ça illustre quelque chose. Et puis après on va rentrer plus dans le détail où là on se dit tiens, là j'ai mis un petit peu de ma patte. Alors ce qu'on racontait, le fameux contretemps, le cadre un petit peu différent. Pour s'améliorer, la pratique. Enfin, il n'y a pas d'autre façon de s'améliorer. Donc déjà, quelqu'un qui cherchera à s'améliorer en apprenant de chez lui, pour moi, c'est voué à l'échec. Tu penses qu'en ouvrant des livres? Ça suffit pas. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir faire aussi parce que on a besoin de se nourrir et pas que de ça, hein, même d'autres pratiques artistiques, culturelles. Enfin, plus on se nourrit et mieux c'est. Et je me suis beaucoup nourri de tout ce que j'ai fait pour mon boulot qui n'a rien à voir de façon directe avec la photographie. Hein, mais par contre, c'est quelque chose qui demande de la pratique. Et quand on parle de pratique, c'est des heures et des heures et des heures. On parlait
tout à l'heure on va garder une photo sur un très grand nombre. Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire, contrairement peut-être à la photographie en studio, où on va pouvoir immédiatement répéter, affiner, itérer une image jusqu'à ce qu'elle nous convienne, on ne peut pas le faire en photo de rue. L'instant qui s'est présenté, on ne l'aura plus. Donc il faudra en avoir un autre qu'on ne maîtrise pas. Donc ça prend énormément de temps. Et donc cette pratique-là, il faut prendre du temps pour être dehors et pour pouvoir le faire. Il n'y a pas d'autre façon. Pour moi, c'est la première clé. Aussi surprenant que ça puisse être, je dirais de te faire inspirer, de prendre des livres photos et de regarder, de décortiquer les images, d'apprendre, de regarder, d'essayer de comprendre comment ça a été fait. Et ensuite de prendre son appareil et de passer toute la journée dans la rue à se balader, de regarder comment la lumière change, de sortir avec différentes météos, se coller au mur, regarder quels sont les changements qu'on va avoir. Tout à l'heure, j'étais collé contre la vitre. Vraiment essayer de faire tout ça pour, avec un petit peu les images qu'on a pu voir, essayer de recréer d'une certaine manière et puis une fois qu'on se sent à l'aise, de créer ce qu'on veut en fait. D'accord. Mais c'est pas mal des fois d'avoir une base et de se dire de démarrer quelque part et d'utiliser l'inspiration d'autres photographes pour venir s'entraîner. Et puis après, une fois qu'on a trouvé un petit peu, on est un peu à l'aise, c'est là qu'on va pouvoir créer soi-même finalement ces images. Noir et blanc a cette chance, c'est qu'elle fait partie de l'histoire de la photo et ça depuis très tôt. Et donc il n'est pas inutile d'aller voir d'aller voir et se documenter sur ce qu'ont fait les autres photographes avant nous. Déjà, ça nous permet d'avoir une culture, de savoir qui fait quoi, comment ils ont abordé le noir et blanc, comment ils abordent la photo. Et ça donne de sacrées structures. Et il vaut mieux dépenser énormément d'argent ou plus d'argent à acheter des livres de photographes ou d'histoire de l'art que de s'acheter des appareils photo qui valent des blindes. Parce que si on achète un appareil photo des blindes pour photographier mes mères et son chien, aucun intérêt. C'est comme celui qui va chercher son pain avec une Porsche ou une Ferrari, le pain ne sera pas meilleur. Donc l'idée, c'est quand même de se faire des structures visuelles, une culture, et de comprendre ce qui s'est passé avant. Il faut être créatif, c'est-à-dire ne pas prendre l'inspiration ailleurs, mais ne pas forcément suivre ce qui a été déjà fait, se distinguer un peu. Deuxième conseil, c'est peut-être un peu technique, prendre un appareil photo analogue, un truc basique, seulement mécanique, sans électronique ni rien, pour savoir ce que c'est que la vraie photographie. Tu as un conseil justement sur la marque ou le modèle d'un appareil photo? Moi je dirais plus Leica, mais il y a d'autres marques qui sont aussi très bien, mais en même temps un vieux Leica, le jour où tu t'en sers pas, tu le mets sur l'étagère et c'est beau. Oui. Et ça marchera toujours. Tu sais, je donnerais le même conseil s'il veut faire autre chose que des portraits ou s'il veut faire même autre chose que la photo, c'est y aller à fond. D'accord. Bosser beaucoup, parce que à moins d'être très doué, ce qui est rare, il faut quand même travailler beaucoup. Et puis essayer toujours de prendre du plaisir. Toute personne est constituée de plein de petites briques de Lego. J'ai pris cette image parce que le jour où j'ai réfléchi à ça, en fait, mes enfants étaient en train de jouer avec leur Lego et je les voyais, chacun avait sa plaque et chacun empilait les trucs différemment. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, quand tu es un photographe, tu es un ensemble de petites briques. Donc, tu as une plaque au départ qui est vierge. Tu as les petites briques techniques parce qu'on commence pratiquement tous par là. J'en ai rencontré peut-être 2 qui ont commencé par l'histoire et le storytelling. Et en fait, tu prends ces petites briques et tu les empiles à la manière qui t'arrange toi. Et puis tu rencontres d'autres personnes, tu leur prends des petites briques à eux, qui eux ont mis à un endroit et que toi tu vas mettre ailleurs, et puis tu empiles. Et à un moment, la technique est supposée être enterrée sous toutes les autres briques. Paris, en termes de lieu pour la photo, effectivement, il y a ces grands classiques qui sont vraiment bien. Moi, j'aime bien aussi aller dans le Marais. J'aime bien aussi aller à Place de la Rep. Enfin, tu sais, tu parles de la République, tu te prends le Marais, tu finis à Châtelet. C'est quand même les quais de Seine, c'est quand même des lieux, le Trocadéro. Il va se passer opéra, tu vas trouver quelque chose, tu vas trouver des gens, et j'aime ça aussi. Et je dirais même que ça dépend de mon niveau d'énergie. Quand mon niveau d'énergie est bas, je vais spontanément dans ces lieux-là, parce que je sais, il y a aussi Montmartre aussi dans le genre. Parce que je sais que il va se passer quelque chose, il y aura des gens, des touristes, quelle que soit la saison, ça c'est l'avantage de Paris, quelle que soit l'heure, il va se passer quelque chose, et ça c'est chouette. Mais il y a aussi, ça c'est le fait d'avoir organisé quelques sorties photos où tu cherches au bout d'un moment des lieux moins connus de Paris qui sont aussi sympathiques et ce quartier, ce coin du 19e en fait partie. Ouais. Pour moi, je donne toujours ce conseil.
il faut absolument que la personne, évidemment, adore ça et que la personne soit, je ne sais pas comment on dit en français, mais self-motivated. Ok. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Qu'elle soit automotivée, oui. enfin, 100%. Hein, parce que sinon, ça, je trouve que c'est difficile à persévérer. Ok. Tu vois, tu ne peux pas persévérer quelque chose si tu n'as pas, surtout pour la photo de rue où il y a des centaines de gens, des milliers de gens qui le font et où c'est très difficile d'être vu, d'avoir une exposure. Et c'est difficile de réussir aussi, c'est difficile de gagner sa vie aussi. Donc si tu n'es pas complètement automotivé, ben c'est très dur. Et sortir et faire la photo et essayer de développer ton style. Bon, sinon j'ai aussi demandé à mes interviewés de me donner plein de références de photographes qui les inspirent. Ça vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des super photographes de rue. Je ne sais pas quand j'ai commencé, mais quand j'ai recommencé récemment, la renaissance photographique, j'ai vu un film sur Vivian Maier. D'accord. C'est pas forcément les photos, j'adore ces photos, mais le film, enfin le personnage, ça m'a... C'était quand je venais de recommencer, ça m'a un peu donné peut-être l'espoir, je sais pas, peut-être ça c'était... Parce que toi aussi tu veux devenir nounou, c'est ça? Non, je l'ai déjà fait. C'est juste la personne inconnue, on retrouve il y a un côté un peu... une espèce de fable en fait, un peu mystique, bizarre, et ça m'a... Enfin, j'ai bien aimé le film en tout cas. D'accord. Finding Vivian Maier, à regarder, absolument. Belle histoire ça, la découverte de Vivian Maier. Mais il y a des gens qui disent que ce serait une entourloupe. Peut-être, mais c'est bien raconté. Oui, absolument. Pendant longtemps, je ne m'intéressais pas plus que ça au travail des autres. Ce qui a changé, c'est quand j'ai commencé le podcast un petit peu avant, tu sais, le moment où j'ai commencé à me faire des potes, où j'ai commencé à réaliser qu'il y avait d'autres choses qui existaient, que je pouvais m'en inspirer, que je pouvais faire des trucs un peu mieux, tu vois, que je pouvais aspirer à mieux que juste de pousser sur un bouton, parce qu'au départ, c'était un petit peu comme ça que je voyais les choses. Et à un moment, ils ont réédité le bouquin de Cartier-Bresson, L'Instant décisif. Enfin, c'est pas L'Instant décisif, c'est Images à la sauvette. Oui. Je suis toujours déformé par le titre américain. Et en fait, quand j'ai acheté ce livre, je l'ai trouvé déjà très très beau parce que ça reste Cartier-Bresson. Hein. J'ai pas envie de dire qu'il a tout inventé, mais il a quand même été grandement influent dans le développement de la photographie dans le monde et de la photo de reportage, tu vois. Ah, c'est joli, la lumière est belle. Et en fait, je suis tombé amoureux de ce bouquin. Tu as quelques livres de référence que tu dois connaître. C'est les premiers que j'ai achetés. C'est les Américains, Robert Frank. C'est Images à la sauvette. C'est Le Gitan de Koudelka. C'est tous les classiques en fait que tu vas demander à n'importe qui c'est quoi les livres photos qu'il faut connaître. Et après, tu découvres d'autres bouquins. Et là, ma meilleure méthode de découvrir des bouquins, c'est de demander à mes invités de podcast quel livre ils offriraient à un autre photographe et pourquoi. C'est Fabien Ecochard, que tu dois connaître, qui m'a dit, moi, mon livre de référence, c'est Alex Webb. C'est The Suffering of Light. Je peux te dire que dans la minute où Fabien est sorti de chez moi, j'étais sur Amazon en train de le commander. Après, c'est souvent moi des trucs personnels. Alors il y a Soul Lighter, je veux dire tout le monde connaît. Les Early Color, Early Black and White, ils sont extraordinaires. Tu as des trucs à prendre à tous les niveaux en fait quand tu es dans des bouquins comme ça. Le Soul Later dans le Early Black and White, il a fait une photo que je reproduis assez fréquemment quand j'ai une personne âgée dans un mariage par exemple. C'est une photo où tu as une petite mamie qui est assise sur un banc avec sa canne et tu as plein de jeunes qui sont debout sur le banc à côté et elle fait la tronche et les autres sourient, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je refais régulièrement, que tu peux retrouver dans mon travail parce que je trouve que c'est génial en fait comme idée. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Elliot Erwitt, aujourd'hui, tu es obligé d'en parler parce qu'il vient de disparaître. Ce qu'il faisait, c'était merveilleux. Il y a des photographes étrangers qui sont aussi très intéressants. Alors, je me contredis un petit peu, mais on a tendance à pas trop les connaître. Mais je trouve qu'ils font un travail remarquable. Il y en a un il s'appelle Ilan Ben Yehuda, que vous pouvez retrouver sur Flickr, etc., qui est un photographe israélien, qui est spécialisé dans les rites religieux là-bas. Et il photographie au flash et tout. Enfin, c'est très, on dirait du Daido Moriyama en couleur. Voilà, celui qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire quelque chose de torturé, mais quand même de très structuré. Un espèce de chaos, mais
une lisibilité incroyable. T'as d'autres photographes actuels qui t'inspirent? Cool Peter. Alors, Cool Peter, pour moi, c'est Hergé qui fait du Martin Parr. Voilà. C'est un Belge avec sa tendresse, son humour, et qui fait des couleurs de la rue. C'est très coloré, c'est très tendre, c'est humoristique, il n'y a pas de méchanceté. Et c'est toujours très étonnant. Voilà, on se demande où est-ce qu'il va chercher ça. Et voilà, donc j'aime beaucoup celui-là. Oui, c'est des pages de poésie. Dont on parle très peu et qui est pour moi extrêmement talentueux, qui est un ancien photographe de Magnum qui a fait beaucoup de guerres, Abbas, qui est remarquable, lui aussi spécialisé dans les religions du Moyen-Orient, qui est mort récemment. Et puis un photographe breton qui s'appelle Guy Le Quérec. Il a fait tout un travail de fond sur la Bretagne, tout en noir et blanc, pareil, juste un Leica, un 35 point barre. Et il a photographié les mariages, les fêtes, dans les années 70 à peu près. Donc une Bretagne presque oubliée, presque archaïque. Et c'est plein de vie, c'est remarquablement vu, c'est très humble. Et franchement, c'est très chaleureux à voir. Il y en a un qui m'a renversé notamment sur son travail sur les loupards de banlieue, c'est Yann Morvan. Et il faut acheter ce bouquin sur les loupards de banlieue avec leurs mobylettes, etc., avec leurs mèches gominées. Alors, on est dans les années 70, hein. Donc c'est les petits gars de Montreuil et tout. Et là aussi, il les a photographiés de manière remarquable, très provocante, mais très très bien vue. Comme beaucoup de gens, tous les pionniers de la photo couleur américain des années 60. D'accord. Et notamment Ernst Haas et notamment bien sûr Saul Leiter. Ok. Dans les anciens aussi, j'aime beaucoup Elliott Erwitt et je suis très admirative en fait de la diversité des choses qu'il a pu faire. Oui. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui fait des choses aussi variées. Même si cela dit, Saul Leiter, en fait, quand on creuse, faisait de la peinture, a fait de la photo de mode, a fait de la pub, a fait du portrait, a fait de la rue. Enfin, il a fait vraiment énormément de choses aussi. Et Son leitmotiv, c'était la peinture, et effectivement, à un moment donné, il gagnait sa vie avec la photo de mode et il a envoyé tout bouler, quoi, en disant « Vous me faites chier, moi, c'est la peinture, mon truc ». La suite logique de ça, par exemple, des gens âgés, mais quand même... Vivants. Il y a quand même Harry Gruyère qui est dans la suite, pour moi, c'est la même veine que Saul Leiter, Ernst Haas, etc. Je sais pas, il y a un documentaire sur lui qui est super sympa. Les enfants racontent que certaines fois, ils étaient sur la route des vacances, ils s'arrêtaient parce qu'il avait vu un truc, il est planté pendant 3-4 heures, il allait faire des photos. Après, j'aime beaucoup aussi, moi, les photojournalistes. Ouais. Toute l'équipe de l'IV. D'accord. Pas mal de gens assez connus, donc il y a Audio il y a Martin Colombet, il doit y avoir Simon Zaitachi aussi dans la même bande. Je pense que c'est des mecs qui sont photojournalistes, mais qui ont avant tout un regard d'auteur, ils ne sont pas là pour faire de l'illustration. Ils sont vraiment là pour apporter un regard complémentaire à celui des journalistes. D'accord. Je les aime vraiment beaucoup. Ah oui. Le potentiel de Street est incroyable. Je le vois à ta tête. Dans les photojournalistes qui sont à la frontière, qui ont pour moi un regard incroyable, il y a quelqu'un qui s'appelle Nadav Kander. D'accord. Je sais pas si tu connais, il a bossé pour le New York Times et pour des très très grands journaux internationaux. Et il a notamment une série qui s'appelle sur le Yangtze. D'accord. Qui s'appelle The Long River. Ok. Qui est absolument magnifique. Pour moi, on dirait des tableaux. C'est des plans assez larges, avec des personnages qui sont vraiment tout petits. Et je sais qu'il a voulu travailler sur justement le côté, le mastodonte chinois et à quel point on est petit en fait en tant qu'individu. D'accord. Face aux forces qui sont en présence et aux changements qui sont en train d'arriver. Oui, c'est vraiment un photographe que j'adore. Après, tu as des gens, je continue, 3e catégorie, tu m'as demandé des gens souvent. Ah mais oui. J'y vais, c'est parti. Après, il y a des projets qui pour moi sont... c'est à la frontière entre l'art et le documentaire. Ouais. Notamment, quelqu'un qui s'appelle Julien Coquentin. D'accord. Qui a écrit un livre qui s'appelle Oreilles coupées sur le retour du loup dans l'Aubrac. En fait, il a croisé des archives départementales et des photos d'aujourd'hui, soit des photos d'habitants de la région
soit des cyanotypes qu'il a fait dans la forêt, ou enfin, c'était pas des cyanotypes, mais il a utilisé plein de techniques très différentes pour documenter, mais de façon très sensible, j'allais dire, la façon dont les loups est perçu, dont il a été perçu à l'époque et dont il est perçu aujourd'hui. Et dans le même registre, il y a Yann Gross et Arguinier Esmanzon, je crois, désolé si j'écorche son nom, qui ont fait un projet magnifique qui s'appelle Aya. En fait, ils sont partis sur les traces d'un des photographes qui a photographié l'Amazonie, je crois, au 19e siècle. Et donc là aussi, ils mélangent des images d'archives et des photos contemporaines qu'ils sont allés faire en Amazonie péruvienne. Pour vraiment réfléchir au regard qu'on peut porter parfois comme photographe sur les autres cultures, la façon de le déconstruire. Et puis aussi la façon dont on envisage nos liens en interculturel, et puis aussi avec le vivant, parce que alors eux, ils ont aussi travaillé, c'est marrant, il y a quand même pas mal de parallèles entre ces deux bouquins. Ils ont aussi travaillé sur des techniques un peu innovantes parce qu'ils ont trouvé des plantes en Amazonie qui sont des plantes photosociales. Et en fait, ils s'en sont servis pour développer leurs photos de forêt, ce qui donne des couleurs absolument incroyables. Et c'est vraiment un bouquin hyper intéressant que j'adore. En fait, en réfléchissant à mes inspirations et à ceux que j'aimais, je vois toujours à quel point en fait, c'est que des noms d'hommes qui ressortent. Oui. Et en fait, ça m'agace vraiment. Parce que des photographes féminines, il y en a plein. De talent et de talent. Donc c'est pas du tout la question. C'est qu'en fait, il y a un vrai sujet de visibilité des femmes photographes. C'est en train de changer. Parce qu'il y a des communautés de femmes photographes qui se structurent. Très récemment, Latifié Baudet a organisé une expo avec 100 femmes photographes de rue du monde entier. Ça vient de se terminer là. C'était très chouette et ça a permis de mettre en avant plein de femmes. Donc on peut retrouver tous les noms sur la fiche de l'expo. Je peux t'en citer deux. Alors une que je connaissais déjà qui est Valérie Six, que j'adore, qui a des compositions merveilleuses, des lumières incroyables. Orietta Spinola qui fait des clairs-obscurs superbes. Je suis tombé à la renverse. Je pense le Noël, après que je me sois offert mon premier appareil photo, je me suis plongé dans la photo de rue tout de suite, mais genre tout de suite. J'ai fait un workshop et j'ai commencé à photographier tous les jours. Et le premier Noël qui a suivi, on m'a offert 2 livres, une biographie d'Henri Cartier-Bresson et The Americans de Robert Frank. Et voilà, la lecture de The Americans et de la bio, et puis il y avait quelques photos d'Henri Cartier-Bresson dans la bio. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, on peut faire ça avec un appareil photo, je m'en rendais pas compte. Donc c'est vrai que là, moi, ça a été un changement majeur. Après, mes influences plus récentes, elles sont... il y en a 2 principalement. Alex Webb et Alec Soss. Voilà, dans la photographie de rue, documentaire. Ce sont les 2 photographes contemporains, grands maîtres qui... Ah, et après, ceux que j'admire et que j'ai la chance d'avoir rencontré, Pierre Bellassène, extraordinaire photographe, une sensibilité fabuleuse. Corentin Follen. Alors, Corentin Follen, on fait entre guillemets pas le même métier parce que je ne suis pas photojournaliste et lui, c'est un grand photojournaliste. Voilà, il y en a beaucoup d'autres maintenant, hein, mais parce que aussi en faisant une chaîne YouTube et en étudiant d'autres photographes ou en accompagnant d'autres photographes et où je leur dis il faut trouver des inspirations, j'ai vachement développé ma propre culture photo pour essayer de la transmettre. Est-ce que il y a des comptes Instagram par exemple qui t'ont ému au point de vouloir en parler récemment? Moi je pense aux photographes, pas forcément au fait que ce soit sur Instagram. Récemment, alors Billy D à New York, Greg Mo, qui est un Indonésien je crois. Il y en a beaucoup. Matt Stewart, c'est extraordinaire. Enfin voilà, des contemporains qui bossent actuellement. En français, il y a qui d'autre? Fabien Écochard, Jonathan Bertin. Moi, je suis admiratif de ce qu'il fait. Je trouve ça, c'est fort. Et puis, Alex Dino. Quelqu'un qui m'a inspiré beaucoup, Jason Eskenazi. J'aime beaucoup son livre Wonderlands. Ça m'a beaucoup plu.
Ok, mon livre le préféré, Telex Iran. C'est magnifique ce livre. C'est Gilles Pérez, le livre le plus beau. Je l'ai trouvé en Amazon, ça m'a coûté assez cher, mais je l'ai acheté parce que c'est un livre magnifique. La plus grande inspiration, ça a été Cartier-Bresson. D'accord. C'est cliché de dire, c'est sûr que c'est cliché de le dire, mais quand j'avais 15 ans, c'était mon inspiration. Quand j'avais 18 ans, c'était à Landmark. Et c'était toujours une inspiration et ça va l'être toujours, tu vois. J'ai des inspirations assez clichés. Bah oui, mais... Les landmarks, Ah oui, mais en même temps... les inspirations que tout le monde a, des photographes qui... Si on faisait tous des photos comme Henri Cartier-Bresson... Bien sûr, ah, bien sûr. Quand j'ai passé à la couleur, pour moi, c'était... Quand j'ai découvert Harry Wright et Alex Webb, c'était vraiment une inspiration, les deux. Et après, j'ai pas trouvé quelqu'un qui m'inspire autant que les deux, en couleur, tu sais. D'accord. J'ai pas trouvé, parce que quand tu découvres quelque chose, c'est quand même... c'était assez fort pour moi, de voir comment tu pouvais faire des photos, et surtout parce qu'il faisait des photos, surtout Alex Webb, dans des pays tropicaux, avec le ciel bleu. Et moi, j'ai toujours vécu dans des pays où il fait très chaud, où la lumière est forte. Et c'était assez... je m'identifiais énormément avec ça. D'accord. Tu vois, et donc ça a été un repère pour moi. Par exemple, quand tu vois, évidemment que ça va m'inspirer, quelqu'un comme Graciela Iturbide, c'est une photographe mexicaine, je ne sais pas si tu la connais, elle est magnifique. Et dans les années 80 aussi, 90, j'étais inspirée par Mary Ellen Mark. Aussi, il y a une autre photographe de presse à New York qui m'a inspirée, mais dans son regard et dans son approche, c'est Donna Ferrato, qui faisait de la presse et qui faisait des reportages sur la violence dans les foyers. D'accord. Elle est magnifique. Elle a gagné aussi le Eugene Smith prix je crois qu'en 90 ou quelque chose comme ça. Ma première influence photographique, c'est Robert Doisneau. Alors c'est pas très original, mais c'est vraiment lui qui m'a donné envie de sortir dans la rue avec mon appareil. Qu'est-ce qui t'attire dans son travail? C'est le côté humain. Il y avait aussi le côté un petit peu rétro, sans doute qui me plaisait quand j'étais jeune, parce que j'aimais bien les films noir et blanc, j'aimais bien toute cette époque-là. J'avais récupéré un magazine qui s'appelait Zoom, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'est un grand magazine, c'est assez beau ce magazine. Dedans, il y avait un petit article consacré à Doisneau, et où il y avait ces photos où on le voit dans les cafés, il y a le mariage chez la mariée, chez le Bounia, tout noir de charbon, toutes ces un peu ambiance de banlieue parisienne qu'il avait fait. C'est quand même quelque chose qui m'est resté, si tu veux. Il y a ce côté humain avant tout dans le travail photographique, surtout si tu travailles avec des vrais gens. Après, quand tu fais de la photo esthétique, avec des mannequins, c'est un peu, ça n'a rien à voir, on est des comédiens, mais quand tu es vraiment avec les vrais gens, cette partie, pour moi, elle est très importante, quoi. C'est-à-dire que faire une bonne photo, oui, mais pas à tout prix. Et quand même privilégier le rapport humain, la personne. Quand j'ai fait mon école de photo après, mon prof de photo, il ne supportait pas Doisneau, il n'en parlait même pas. Il me parlait d'autres gens et ça m'a ouvert les yeux sur d'autres. Avec le temps, je suis quand même revenu à Doisneau. Non pas pour l'esthétique de ses photos, en plus en noir et blanc, moi je suis à fond couleur. Mais pour ce côté ludique, rigolo, sympathique. Le côté sympathique m'a plu et je pense qu'on peut retrouver ce côté sympathique dans mes photos. J'espère en tout cas. Quand j'ai vu mon école de photo, j'ai découvert un portraitiste très connu, surtout aujourd'hui, Richard Avedon. Ce qui m'a plu chez lui, c'est vraiment le côté dessin. C'est-à-dire ses portraits sur fond blanc sont vraiment d'une clarté, comme des dessins, comme des gravures. Et en plus, il photographiait des gens connus, mais pas que, il photographiait aussi des gens de la rue,
l'Ouest américain et compagnie. Et voilà, ça a été une bonne influence pour moi pendant quelques années. Fin des années 90, j'ai découvert le magazine National Geographic que je ne connaissais pas. Et j'avais une amie qui avait la collection intégrale. Et donc j'ai commencé à chercher de l'inspiration. C'était l'hiver et j'ai commencé à passer chez elle toutes les semaines. Je prenais 15 numéros et je me feuilletais ça tranquillement chez moi. D'abord, j'ai été assez bluffé par leur qualité d'image. En général, les lumières et beaucoup de leurs photographes. Et il y en a un qui m'a sauté aux yeux, qui encore une fois à l'époque n'était pas connu, aujourd'hui il est devenu ultra connu, qui est Steve McCurry. Et donc j'ai découvert les photos essentiellement de l'Inde et du sous-continent indien faites par McCurry. J'étais hyper fan, au point que je suis parti en Inde en 2000, c'était mon premier voyage en Inde. C'est le photographe qui m'a le plus plu en couleur. J'ai pas d'équivalent de photographe, j'étais plutôt jusque-là attiré par des photographes en noir et blanc. Je savais que j'étais fou de couleur et que je ferais que de la couleur depuis longtemps, mais j'avais pas encore trouvé de photographe en couleur qui me plaisait vraiment. Depuis, en fait, je regarde beaucoup de photos sur Insta et je m'inspire de ce que je vois. Quelquefois, je tombe sur des photos magnifiques. Je ne retiens pas forcément le nom du photographe qui l'a fait. Je ne suis pas vraiment à la recherche d'un mentor. Je regarde des photos et je m'inspire. Les livres photos, j'en ai beaucoup maintenant. C'est quelque chose qui en ce moment me coûte cher. C'est apaisant. On peut prendre le temps de vraiment voir les photos. Le dernier livre que tu as acheté ou celui qui t'a marqué profondément? Alors, dernièrement, j'en ai acheté pas mal parce que c'était Noël. Donc, on m'a offert des livres photos. On m'a offert le guide de Matt Stewart, mais que j'ai pas encore eu le temps de lire. C'est ça, ouais, c'est ça, avec la petite feuille en guise de sourire. J'ai acheté le livre de Ernst Haas, New York in Color, qui est vraiment bien. Mais j'aime vraiment beaucoup, mais j'aime un peu moins les affiches qui photographient. Donc voilà, peut-être que ça va venir, peut-être qu'avec le temps, je vais peut-être aimer. Parce que, assez longtemps, mais mon goût évolue aussi. Il y a des photos que je regardais il y a un an que je n'aimais pas et aujourd'hui je les aime. Donc il y a Sol Leiter. Ouais. Sol Leiter, c'est un des photographes où à un moment donné, j'ai ouvert un livre photo. Ouais. Et je l'ai feuilleté et je l'ai reposé au bout d'une minute. Je me suis dit, mais j'aime pas, je comprends pas le style, ça peut et tout. Et quelques mois après, même non, au bout de 2 ans, je dois avoir 3-4 livres chez moi de lui et j'adore. J'aime beaucoup son style, ça fait un peu rêver, les couleurs sont très jolies. C'est différent, c'est un style différent aussi de street photo. Il est toujours un peu plus loin, il n'a pas envie vraiment de se faire remarquer, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Dans les gens que je connais, il y a eu toute l'époque des meet-up où on faisait plein de sorties, et puis il y a surtout autour d'Antoine, ouais, évidemment. Ouais. Moi, je peux pas dire que je fais des photos comme Antoine. J'ai beaucoup parlé avec Antoine, passé du temps avec Antoine. Oui, j'ai beaucoup parlé avec Antoine. C'est déjà. On est nombreux à pouvoir dire ce que tu viens de dire à propos des photos d'Antoine. C'est-à-dire, j'aimerais faire des photos comme lui. Non, mais c'est vrai qu'Antoine, je l'ai connu justement dans les meet-up, de manière complètement. Enfin, je le connaissais pas. Et tout de suite, j'ai vu. Justement, t'es au même endroit que lui. Tu vois les mêmes choses que lui, et tu vois ce que toi tu ramènes, tu vois ce que lui ramène. C'est là que tu dis, oh tiens, je vais me parler à ce mec-là, juste pour voir. Comment ça se fait qu'il a ramené ça. Alors, on va remonter à quelques mois, mais elle été tellement importante pour moi que je l'ai fait plusieurs fois. C'est une rétrospective sur Elliott Erwitt. Ah oui. Je l'ai visité 3 fois quand même, donc voilà, je pense que j'en parle. Erwitt, un photographe que j'apprécie beaucoup, et le fait qu'il y ait eu cette rétrospective qui était extrêmement intéressante, et qui disparaissent juste après. Ouais. Forcément, c'est assez marquant, et pour moi, c'est un photographe avec une humanité et une façon de voir le monde que, même si je ne fais pas exactement le même genre de photos, mais qui me touche particulièrement. Okay. Donc voilà, je pense que celle-là, ça a été la plus marquante dans les récentes. Pas comme beaucoup de monde aujourd'hui, je pense, Instagram, je me suis abonné à plein de photographes sur Instagram. Ouais. Sur YouTube, pareil, je suivais pas mal de photographes de rue. T'as des noms à donner, des collègues à balancer? Il y a Fabien Ecochard, il y a Morgane Le Tourneur, il y a plus récemment, j'ai rencontré Elsa Le Baratou, enfin plein de gens comme ça qui sont
qui sont des photographes de rue, là parisiens en l'occurrence, mais il y en a plein d'autres ailleurs. Et tu t'inspires progressivement des gens. Puis après, évidemment, tu as les maîtres, quoi. Tu tombes sur des photos de Sol Leiter, de Ernst Haas. C'est un autre niveau, quoi. C'est des gens, chaque photo, tu as l'impression d'avoir une masterclass. Harry Gruyaert, j'ai été voir son expo, je sais pas si tu as vu son expo là cette année. C'est vrai que chaque photo, je restais planté devant comme un idiot, quoi, parce que vraiment tu te dis, j'aurais été au même endroit au même moment, j'aurais pu essayer de prendre la même photo, mais vraiment lui il a un truc, il va te cadrer exactement, parfaitement, sans dire qu'il faut que ce soit, tu vois, parfait au millimètre, mais il y a un truc dans ces photos où c'est toujours très, tu sens que c'est très intentionnel. Il y avait une photo, tu avais forcément une lumière incroyable et tu vois des positions de personnes, chacun qui vit sa vie, mais parfaitement placées aux différents endroits. Tu as l'impression que ça a été mis en scène, quoi, tellement c'est bien fait. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a marqué. Et ouais, ça a commencé doucement et là, je complète la sélection, la collection progressivement. Le dernier en date, c'est une espèce d'intégrale de Sol Leiter. Qui est sorti il y a quelques mois. Ouais, qui reprend un peu tous ses travaux, aussi bien en photo de rue qu'en photo plus intimiste chez lui, qu'en photo plus commerciale. Et donc c'était hyper intéressant aussi de voir à la fois le panel, tu vois, de tout ce qu'il faisait, et en même temps d'essayer de retrouver des espèces de points d'ADN communs dans tous ces styles très différents. Tu retrouves du Sol Leiter un peu à chaque fois, quoi. Et c'est un des photographes qui m'impressionne le plus. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres références? Un autre livre que j'aime beaucoup, c'est Between Worlds de Harry Gruyaert. D'accord. Il arrive à... c'est dans le titre du livre, quoi, mais il arrive vraiment à faire des intersections entre des mondes complètement différents à travers des jeux de reflets, des jeux de photos intérieures, extérieures. Tu comprends pas bien ce que tu es en train de regarder, quoi. Et je trouve ça assez exceptionnel parce que malgré ça, ça reste des photos très lisibles. Et c'est là que je trouve qu'il a réussi, enfin c'est des compositions complètement dingues, quoi. Peut-être réussi à te faire poser des questions comme ça sur ce que tu es en train de regarder, mais en même temps sur des photos qui sont pas surchargées de trucs. C'est une vraie inspiration, ouais. C'est un truc que j'essaye de plus en plus de faire, très humblement, tu vois, mais et c'est un exercice qui est dur, quoi. C'est vraiment, t'as vite fait de déraper et de juste faire du reflet chaotique qui ressemble plus à rien, quoi. Et est-ce que tu aurais une troisième référence, mais cette fois-ci d'un photographe qui a moins de 80 ans? Alors j'ai plus le titre, ouais, mais c'est d'une photographe qui s'appelle Monaris, en tout cas c'est son nom Insta. Oui, ok. Rien à voir, c'est de la photo new-yorkaise, très, j'aime pas ce terme, mais très cinématique, quoi. C'est vraiment des looks, tu vois, très avec des jeux de couleurs. Elle vendait ses presets à une époque. Voilà, t'as un edit couleur assez fort, mais en même temps, pareil, elle a un œil, je trouve, hyper intéressant, ou à chercher des scènes dans New York. Et tu sais, c'est le genre d'endroit où tu as l'impression que tout a été vu et pris en photo 10 millions de fois. Ouais. Et il y a toujours des gens qui arrivent à te surprendre, à faire la même photo, mais différemment, avec un angle un peu original ou un point de vue différent. C'est la même chose à Paris, en fait. Complètement, complètement. Et ce qui est génial avec Monaris, c'est que maintenant elle est photographe de plateau, c'est-à-dire que c'était la photographe du dernier film de Fincher. Ouais, je savais pas. De Killer. Ouais. Déjà, il faut passer beaucoup de temps à regarder ce que font les autres, que ce soit les grands photographes ou... Moi, je sais qu'alors, comme beaucoup de monde, hein, j'étais au début... Je regardais ce que faisaient les grands maîtres de la photo. Ouais. Et puis c'est vrai que depuis 10-12 ans, je me suis dit, mais en fait, on passe des fois moins de temps à suivre les photographes actuels. Ouais. Alors de ce point de vue-là, Instagram a été un vrai bonheur parce que
Ça permet, comme tous les grands photographes actuels ont des comptes, ça permet de suivre au quotidien leurs activités. Et est-ce que tu as des noms justement de photographes qui t'ont inspiré, là, des photographes récents? Tu as des noms à donner? Alors j'en ai déjà parlé, il y a Frédéric Stussin, avec qui j'ai fait un stage à Arles que je suis et que j'apprécie. Un mec que j'aime bien, c'est Alain Boris, avec son pseudo Audio Bobby. Chez Libération, tu as Martin Colombet, c'est un portraitiste également. Après, il y a des gens comme Patrick Swirk, portraitiste également. Enfin, en France, on a un lot de portraitistes incroyables. Il y a l'agence Mods. Il y a une vraie école française du portrait actuelle qui est riche et vraiment bien. Après, chez les reporters, je penserais à Éric Bouvet. Il a lâché maintenant voilà. Ouais. Maintenant, il fait plus des travaux plus personnels, mais bon. Voilà. Après, il est encore un petit peu en activité, mais il y a Raymond Depardon. Le dernier expo que j'ai vu, je pense que c'était Ervit, c'était cet été, je crois. Ouais, quand même. Ouais. Hein. Je connaissais de nom et je savais que c'était pas mal. Quand même, ouais. Enfin, tu vois des moments comme ça. Et puis Gruyère, que j'avais vu au bal aussi. Oui. Enfin, pareil, c'est des images que je connaissais. Aussi. Ça fonctionne, ça, pour... Moi, en fait, ça fonctionne pas en tant que je me dis « Ouais, putain, c'est trop bien, je vais faire pareil parce que j'y arrive pas. » Et je sais que je vais pas y arriver. Non, j'essaye plus. Mais ça me rappelle, il y a le premier bouquin de photos que j'avais vu à la médiathèque de ma ville natale. Je pense que c'était Cartier-Bresson. Mais j'étais très jeune là. Et je regarde ça quand même, ça m'avait attiré avec aucune connaissance, ça m'avait quand même attiré tout de suite. Je dis « Oh putain, c'est bien ce qu'il fait. » Bon, c'était une autre époque, oui, je vais faire pareil. Et je voyais même pas, je prenais même pas conscience du travail qu'il y avait derrière, les difficultés. C'est la naïveté totale. J'ai pris mon appareil photo, je me dis bon, il a 50 mm, je prends 50 mm et hop, j'y vais. Et ça, je me suis rendu compte, mais je ne comprends pas, ce n'est pas du tout pareil ce que je fais avec. Et donc, il m'a fallu très très longtemps pour me rendre compte de tout le travail qu'il y avait derrière. Et pour finir, j'ai demandé à certains de me dire ce qu'ils considèrent comme une belle photo parmi celles qu'ils ont déjà prises et pourquoi ils considèrent que c'est une belle photo. Alors je pense à deux photos. Ouais. Une que j'ai faite en 2020 sur un quai de Seine pendant Paris-Plage. Sur ma droite, il y avait une espèce de grand caisson de genre container en fait, rouge. Et juste après, il y avait un brumisateur. Et là, j'arrive et un mec se met sous le brumisateur. Et clairement, on avait l'impression que... Enfin, pour moi, c'était une apparition. Parce que le brumisateur créait de la fumée, il y avait une espèce de lumière de derrière. Et pour moi, c'était presque cinématographique. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait un chef opérateur qui était passé par là pour installer un projecteur. Ensuite, c'est marrant, on m'a dit plusieurs choses de cette photo. Ouais. Il y a des gens qui m'ont plutôt parlé de théâtre. Ok. Et c'est vrai que c'est drôle parce que ce container, en fait, il est rouge. Et c'est presque comme un rideau, en fait, qui s'ouvre sur un acteur principal. Et il y a encore une autre personne. Ouais. Qui m'a dit qu'il y avait un côté social dans cette photo. D'accord. Parce que je pense qu'en effet, moi aussi, je me suis imaginé que ce mec qu'on voit sur la photo, je sais pas, c'était peut-être un réfugié, c'était peut-être un SDF, enfin, on savait pas trop. Mais c'est vrai que moi aussi, ça a généré ça chez moi. Okay. Donc je trouve ça... Enfin, moi, j'aime l'ambiance, j'aime la lumière de cette photo. Et en fait, j'aime aussi voir que quand les gens en parlent, ça leur inspire plein de choses différentes. Il y en a une deuxième que j'ai prise sur un marché de nuit au Laos. Enfin, c'était même pas un marché, c'était un petit stand de street food au milieu d'une rue vraiment hyper banale du centre de Vientiane. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a pas mal de parallèles finalement avec la photo dont je te parlais juste avant. Parce qu'en fait, dans les deux cas, moi, j'ai eu l'impression d'avoir une espèce d'apparition, quoi. D'être dans un truc très quotidien, où je n'avais aucune attente particulière, où tout d'un coup surgit une scène qui, pour moi, est digne d'un film. Et donc là, c'était un stand de cuisine de rue, avec des choses en train de cuire, donc de la fumée. Et puis, attention, te fais pas... une sorte de lumière un peu en clair-obscur. Et ça m'a vraiment plu. Puis là, en plus, c'était une femme qui vendait de la nourriture avec sa fille, donc il y avait quelque chose d'assez attendrissant aussi. J'ai cette photo de la fillette dont je suis hyper fier. Et elle est effectivement réussie de fait de ce triangle, la lumière, et surtout cette fillette qui court que j'ai pris en plein saut, quoi. Tu n'as aucun des pieds au sol, tu as l'ombre qui est devant. J'aime beaucoup. Et il y a ce truc aussi elle est d'autant plus savoureuse que j'ai attendu 1 heure pour la voir. Donc tu te dis, bon, j'ai bien fait d'attendre.
Il y en a une autre que j'aime bien, justement dans une balade avec d'autres copains photographes, où on était devant les Galeries Lafayette, je crois, ou le Printemps, je sais plus. Et tu avais des panneaux qui cachaient les vitrines, quoi. Ils étaient en train de les refaire derrière. Mais qui te faisaient des espèces de grands aplats jaunes, rouges. Et le soleil qui tapait dessus, mes amis photographes, on faisait une pause, ils étaient devant, ils étaient en train de regarder leurs photos, ils disaient je sais pas quoi, ils étaient à l'ombre, donc ça te faisait une espèce de joli contraste, les deux ombres, les deux silhouettes de tête en premier plan, avec ces aplats derrière et les gens qui passaient. Et il se fait... Ça ressemble aux vitrines du BHV. C'était peut-être BHV, t'as peut-être raison. Et il se fait que... donc je m'amusais à essayer de cadrer un truc et il se fait qu'il y a deux personnes qui arrivent, deux passants qui se croisent et qui sont elles-mêmes habillées en rouge et en du coup jaune beige, mais en opposé par rapport aux couleurs du fond. Donc je me suis retrouvé avec cette composition des deux silhouettes devant et derrière sur un fond jaune une personne rouge et sur un fond rouge une personne jaune. Et ouais, j'aime beaucoup cette photo. Alors j'ai 2 photos préférées, on va dire. Je vais te dire pourquoi 2 et pas une. Une parce que je suis pas tellement content de la manière dont je l'ai prise, mais elle avait pas mal fonctionné sur WePlay notamment. Il avait même projeté à Arles, bon dans un diaporama, hein, c'était pas non plus, mais quand même. Quand même. En fait, cette photo-là, j'avais le soleil dans les yeux. Et je voyais rien, et j'appuyais avec mon GR comme ça, et pareil, j'en ai fait plein, mais je voyais rien, et je dis non, mais c'est bon, je rentre. C'est ma meilleure photo au sens la plus... celle qui avait le plus de vues, je sais pas comment dire, enfin celle qui a été la plus sélectionnée. Je l'ai faite les yeux fermés, c'est le cas de le dire, malgré moi presque. Ouais, en même temps, t'avais mis l'intention. Oui, il y avait un peu l'intention, mais franchement, je voyais pas bien, vu que j'avais vraiment le soleil dans les yeux, je voyais pas mon écran, je voyais pas bien ce que je faisais, et il se trouve que, oui, il y avait un petit potentiel. En fait, je l'ai vu sur ton Instagram. J'ai vu une photo similaire aussi sur l'Instagram d'Antoine. Oui, qui était là, qui ressemble aussi, oui. Donc c'était... et ça, c'est la photo qui a mieux marché. Il y a 2-3 ans déjà. Ouais, c'est ça. Elle était folle, cette photo. Et la deuxième photo que j'aime bien, c'est une photo qui est au Népal, où c'est un type qui en cancer son pote. Mais de dos, il y a une photo de Britney Spears. Et en fait, c'est 3 mecs, mais c'est comme s'ils aimaient Britney Spears, mais qu'elle n'était pas là. Et je la trouve marrante. Elle n'est pas très bien cadrée, mais je trouve qu'elle est drôle. Et j'aime bien cette photo-là. Oh! Je voulais pas te déranger. Et toi? Alors, ça c'est une de mes photos préférées. Et je l'aime autant pour son esthétique que pour son histoire, que je vais te raconter. Bon, déjà, c'est un décor que j'adore, avec l'insigne Cronenbourg, surtout vers ces heures-là, entre chien et loup. Ce jour-là, je croise Bruno, qui est avec ses locks sur la photo, que j'avais déjà croisé une ou deux fois, mais je ne sais pas pourquoi, il m'intimidait un peu, j'avais jamais trop osé l'aborder. Et ciao l'ami. Et ce jour-là, je me lance et je tombe sur un type adorable. Je lui propose de faire une photo, il me dit d'accord, je l'installe sur ce décor. Et là, à ce moment-là, si tu veux, ce que j'aime dans cette photo, c'est de voir à quel point, en fait, la photo s'est mise à exister derrière mon œilleton sans que je n'ai rien à faire. Donc il est là, je le photographie, et puis arrive cette petite fille en face avec sa maman, et la petite fille traverse pour lui dire bonjour, elle lui prend la main, et puis à ce moment-là, sort Fred, qui on va saluer dans quelques instants, sort du resto pour passer son coup de fil, en plus habillé en rose comme ça. Ici, il y avait un groupe de gars qui était en train de boire un coup, et voilà. Et la photo, j'adore cette photo parce qu'elle a un côté photo parfaite que il faudrait une prod énorme pour le... Allez, on va mettre 5 personnes dans le fond, toi tu sors à ce moment-là, Et là, tout s'est fait, j'ai rien eu à faire qu'à appuyer sur le bouton, et voilà. Donc c'est vraiment une photo que j'adore pour ça. Et en plus, je la trouve hyper belle. Et d'ailleurs, je vais te montrer un truc au passage, viens voir. Un peu délavé par le soleil, mais... J'ai une photo qui en vrai, c'est pas vraiment la photo typique que je fasse, tu vois. Mais c'est une photo que je trouve qui est très spéciale. C'est une photo que j'ai fait au Rajasthan d'une fille qui sort d'une porte. Mais c'est difficile à décrire parce que c'est une fille qui a quelque chose dans la tête et qui n'a pas de chaussures et qui a une espèce de, c'est pas un sari, mais c'est quelque chose, c'est dur de définir comme ça. Elle a une grâce naturelle, mais c'est fou. On dirait presque que
que un producteur d'Hermès est venu la mettre comme ça, ici et ça. Elle me plaît aussi parce que c'est une jeune fille qui est apparue comme ça. 2 minutes, elle m'a vue, elle est rentrée. Et c'est vraiment le meilleur exemple de serendipity. Où quelque chose se passe comme ça. Et tu le fais, et c'est quelqu'un que tu ne vas plus jamais voir. C'est même pas. Je pense que je ne verrai jamais cette scène. Et personne ne la verra, plus jamais cette scène. Et ça j'aime bien cette idée de quelque chose qui passe pendant une seconde et c'est passé pour toujours. Et plus jamais ça va se répéter. Et ça, j'aime bien. Du plus loin que je me souvienne, j'ai envie de dire, j'ai toujours été photographe dans l'idée que ça m'est toujours arrivé en fait de photographier mentalement avant même d'avoir un appareil photo. Et pour donner un exemple, j'ai un souvenir très précis. Je devais avoir 10 ans et je me promenais en forêt avec mon grand-père. Je marchais derrière lui et je l'ai regardé en le suivant. Je l'ai regardé fixement et mentalement j'ai enregistré l'instant en me disant il ne sera pas là tout le temps. Et je veux garder ce moment en mémoire. Donc quelque part j'ai fait une photo, mais sans appareil ni rien. Et ça, voilà. En fait c'est ça, les plus belles photos que j'ai jamais faites, c'est ça. C'est ce genre de photos. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et si vous voulez retrouver toutes les interviews, elles se trouvent dans les playlists qui sont juste là. Et nous, on se retrouve l'année prochaine.